BFM TV, Calvi 3D, Yves Calvi. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Qui succédera à Ebrahim Raïssi à la tête de l'Iran? Le président iranien a trouvé la mort hier dans un accident d'hélicoptère avec 8 autres personnes alors qu'il revenait d'Azerbaïdjan. Se posent maintenant les questions de sa succession, bien sûr, mais aussi de l'impact qu'aura sa disparition sur la politique du pays et sur les futures relations diplomatiques de l'Iran. Pour nous accompagner, j'accueille Marnaz Shirali, qui est sociologue et politiste spécialiste de l'Iran. Votre livre Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné est paru aux éditions Les Pérégrines. Le lieutenant-colonel Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, auteur lui de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette aux éditions Flammarion. Didier Djadi, qui est sociologue au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes universitaire et réfugié politique iranien. Et Ulysse Gosset, éditorialiste de politique internationale de BFM TV. Marnaz Shirali, le président Raïssi est officiellement mort dans un accident d'hélicoptère. Est-ce qu'on peut avoir des doutes quand on évoque ne serait-ce que la notion d'accident ? Écoutez, on n'a pas encore fait une enquête précise. On ne sait pas encore quelle est la véritable raison de ce crash. Il faut attendre avant de prononcer quoi que ce soit sur cette affaire. Donc vous ne prenez pas pour argent comptant le terme d'accident? Absolument pas. Qu'en pense Guillaume Ancel? Alors, en termes techniques, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un accident. Mais là où Mina a parfaitement raison, c'est que l'enquête est incomplète. Et que par conséquent, il faut pouvoir faire une inspection au sol sérieuse. On détermine assez facilement si l'hélicoptère a explosé en vol du fait de la présence d'une bombe, parce qu'en général, il est disloqué sur le terrain, ou si au contraire, c'est ce qu'on m'a dit, mais les images ne sont pas assez précises pour le vérifier, que l'appareil est bien complet, brûlé intégralement à plus de 2000 mètres d'altitude. Et on sait que dans ces conditions de vol, il peut toujours y avoir un accident. Excusez-moi, on parle du président de la République islamique d'Iran. Excusez-moi, mais il y a bien quelqu'un qui vérifie avant qu'il monte dans un hélicoptère. Évidemment, le protocole de contrôle a été parfaitement bien fait. Les experts iraniens que j'ai écoutés, ils parlaient, ils se prononçaient, ils ne supportaient pas l'idée de la vétusté, que l'appareil ne fonctionnait pas bien, que l'appareil soit ancien. Ils disaient c'est l'appareil le plus neuf que nous avons dans toute notre flotte aérienne. Et il ne faut pas dire ça. On a bien contrôlé, tout était dans l'ordre et l'aéronef fonctionnait parfaitement bien. Alors c'est pas parce qu'ils le disent qu'on doit les prendre au pied de la lettre, on est bien d'accord, mais à contrario, certains observateurs, et alors je me tourne à nouveau vers vous, Guillaume Ancel, que les hélicoptères utilisés par l'Iran sont vétustes. Il s'agirait d'anciens hélicoptères américains dont les pièces ne peuvent même pas être remplacées facilement en raison des sanctions américaines. Oui, ce sont quand même des hélicoptères qui ont 40 ans, donc c'est pas des jeunesses. Par contre, ils sont remarquablement entretenus parce que en fait, c'est assez facile au Proche-Orient de récupérer des pièces par tous les intermédiaires possibles, donc c'est pas le sujet. Les Iraniens ont toujours eu un système militaire particulièrement sophistiqué et je dirais de très grande qualité. Ce qui interroge plutôt, c'est que toutes les autorités aient été dans le même hélicoptère. Qui ça est une faute normalement en termes d'organisation de voyage officielle. On ne met jamais toutes les autorités ensemble. Il y avait 3 hélicoptères dans ce déplacement et donc la règle, qui est une règle de sécurité assez basique, c'est de les répartir sur les 3 pour être sûr que en cas de crash. Par contre, un crash aérien d'un hélicoptère à plus de 2000 mètres d'altitude, on est en montagne, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, est plausible. Mais c'est important d'avoir plus d'éléments pour pouvoir conclure définitivement. Je dirais que d'un côté, il faut écarter toutes les thèses complotistes qui évidemment jaillissent dans ces moments-là. Il faut plutôt aller sérieusement sur qui aurait pu saboter et dans quelles conditions. C'est ça qu'il est intéressant. Ou qui avait intérêt à saboter. Absolument. Et on peut répondre à ces questions-là? En fait, ce n'est pas des gens qui ont d'intérêt qui manquent. C'est un contexte particulièrement belliqueux. Il y a 2 semaines, ils ont lancé 300 missiles et drones sur un autre pays. Ils n'arrêtent pas. Le monsieur que vous avez derrière, là, il est l'un des plus grands ennemis des Israéliens. Il le dit à haute voix que ce pays doit disparaître. Ce pays ne doit pas exister. Alors donc, on n'a pas affaire à des enfants de cœur. Non. C'est un criminel contre l'humanité. Il a été tué par qui? Par les Iraniens, par les étrangers. Et il a assez d'ennemis
il a assez d'ennemis pour vouloir sa mort. Alors, ce n'est pas le problème ou la question du sociologue, mais franchement, Didier Idjadi, est-ce que vous aussi, vous posez des questions sur les circonstances de ce qui est présenté comme un accident? Bien évidemment, moi, j'envisage en fait dans mon analyse 3 hypothèses. Allons-y. La première hypothèse, c'est la cause effectivement technique, la défaillance technique à cause effectivement de la vieillesse donc de l'appareil. Deuxième hypothèse, c'est une défaillance un peu organisée là, c'est-à-dire effectivement que je mets en relation avec le clivage, avec les quelques tendances, entre les différents groupes donc du pouvoir, surtout en liaison avec effectivement la succession de Khamenei, qui allait éventuellement occuper la place. Et enfin, la troisième hypothèse, c'est une hypothèse liée éventuellement à des services extérieurs, en l'occurrence, pourquoi pas Israël, car ce n'est pas la première fois, effectivement, des Israéliens, d'une manière très, très organisée, ont fait déjà des tentatives et ils ont réussi également au cœur de Téhéran. Ils ont descendu, effectivement, le grand responsable du projet nucléaire iranien, etc. Et donc, dans cette dernière hypothèse, on peut évoquer éventuellement la problématique d'une explosion à l'intérieur donc de l'appareil. Alors maintenant, à distance, comment, etc. Ça reste effectivement mystérieux. Donc, beaucoup de mystères, mais à mon avis, il ne faut pas se focaliser effectivement sur la première qui est donc la technique, en disant qu'il y a ça et il n'y a pas d'autre chose. Ulysse Gosset, qui peut lui succéder? Une nouvelle élection doit se tenir dans les 50 prochains jours, c'est bien cela? Oui, c'est la Constitution qui l'oblige effectivement. Donc ça veut dire que l'Iran va entrer dans une période électorale, donc forcément beaucoup d'appréhension. Et on verra quel sera le score de l'abstention, parce que lors de l'élection du président décédé, il y avait eu jusqu'à 74% d'abstention à Téhéran, plus de 50% dans tout le pays, ce qui en dit long sur l'impopularité du régime et de lui-même. Normalement, excusez-moi, quand un régime est impopulaire, on va voter, c'est exactement l'inverse. Sauf à penser qu'il trafique en permanence les élections. Non, mais c'est plutôt l'inverse là qui s'est produit. Non, mais vous comprenez ma question? Oui, ils votent avec leurs pieds, ils n'y vont pas parce qu'ils ne donnent aucun crédit à la consultation. Et néanmoins, elle a lieu, cette consultation. Alors, qui va lui succéder? Vous me posez la question. C'est le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, et l'Assemblée des experts qui vont décider qui sera le candidat. Aujourd'hui, personne n'en sait rien. On sait qu'il y a des gens potentiellement candidats, comme par exemple le président du Parlement, comme certains députés conservateurs. Pourquoi pas l'ancien président Rouhani, qui pourrait revenir comme candidat. Mais ce qui est certain, c'est que le candidat choisi sera un homme qui sera un homme du sérail, un homme... et désigné par Khamenei, le guide suprême, 85 ans. En réalité, si vous voulez, le prochain président, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui anime toutes les conversations et toutes les spéculations à Téhéran, comme d'ailleurs dans la région, c'est qui succédera au guide suprême, qui, je le rappelle, l'Ayatollah Khamenei, a 85 ans. C'est lui qui va décider qui sera le prochain président, même s'il y a des élections, et c'est surtout savoir qui sera à la tête de l'Iran lorsque lui-même disparaîtra, parce qu'il est malade, le guide suprême. Donc vous voyez, c'est ça la vraie question en réalité. Et pourquoi les Iraniens ne vont-ils pas voter? Ou votent-ils si peu? Écoutez, en fait, c'est la fin de l'illusion. Car effectivement, depuis 45 ans, ce régime qui est un régime politique, totalitaire et religieux islamique, effectivement, s'est appuyé sur le phénomène religieux, s'est appuyé sur sa légitimité, entre guillemets, révolutionnaire. Mais après 45 ans, effectivement, les gens, ils ont constaté, ils ont découvert qu'effectivement, de plus en plus progressivement, que ce régime-là, effectivement, c'est un régime, effectivement, en contradiction totale avec les intérêts de la nation. Donc aujourd'hui, si vous voulez, selon les sondages, 80% des Iraniens sont contre la République islamique en Iran, là. Ça, il faut le savoir. Pardonnez-moi, qui fait ces sondages? Parce que c'est passionnant comme chiffre. Organisé par un organisme effectivement universitaire aux Pays-Bas et qui est composé à la fois des universitaires mais également de... Et ce chiffre vous paraît sérieux? Écoutez, dans l'absence des chiffres, car de toute façon, nous n'avons aucun moyen pour avoir effectivement de l'exactitude par rapport à la situation et l'évolution des opinions et l'évolution des tendances. Donc, on a à la fois, si vous voulez, un certain nombre de sondages, mais également, nous avons également les témoignages, c'est-à-dire chacun d'entre nous, nous avons un parcours familial. Autour de nous, quand je fais la comparaison, il y a une quarantaine d'années avec ma grande famille, je constate effectivement le même type
type de phénomène, c'est-à-dire effectivement non seulement le régime il est rejeté, mais également l'islam politique est également rejeté, et que par conséquent au niveau donc de la croyance donc religieuse, il y a une grande transformation également. Marna Cherli, l'opposition en exil salue un coup stratégique monumental et irréparable pour le régime et espère que l'événement incitera les jeunesses rebelles à passer à l'action. Vous pensez que la disparition du président Raïssi peut créer des vrais bouleversements en Iran aujourd'hui ? À caractère démocratique, hein, bien entendu, c'est le sens à la de ma tête question. de ce pays, il n'y a pas un régime politique. Il y a un pouvoir autoritaire qui Religieux. réprime, qui tue. C'est ça, c'est un pouvoir militaire, autoritaire qui tue. C'est trop dire un régime politique. Ce n'est pas un régime. C'est pourquoi, en fait, la disparition de Raïssi ne le fait pas bouger. Parce que sa force est sur ses soldats et sur ses armes, parce que ce sont des gens qui tuent. La société iranienne, aujourd'hui, est dans une grande impasse. Parce que d'un côté, il y a un pouvoir moyenâgeux, voire monolithique, qui tue, qui torture, qui fait pire des violences, qui fait subir les pires des violences à sa population. Et de l'autre côté, la société iranienne est une société qui s'est modernisée, qui est profondément moderne. Les jeunes qui ne veulent pas mourir, on les comprend très bien. Les gens qui sont à main nue et qui n'ont pas la force de résister face à un État qui les tue avec ses deux armées. C'est ça l'impasse de la société iranienne. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle que la mort de quelqu'un comme Raïssi et son équipe, hier, ça fait créer un tel déferlement de joie en Iran. Pourquoi ? Parce que les Iraniens savent qu'ils ne peuvent pas résister face à ce régime. Les Iraniens savent qu'ils sont à main nue. Alors quand ils voient qu'ils tombent comme ça leur fait du bien et on les comprend. Alors, le président Raïssi était au pouvoir depuis 2021 et surnommé surtout le boucher de Téhéran. On va revenir sur son parcours avec Karine de Ménonville. C'est l'heure de notre séquence Les éclaireurs. Bonsoir Karine. Bonsoir Yves. Le président iranien s'est illustré par une politique alors particulièrement brutale. Pour le moins, surnommé, vous l'avez dit, le boucher de Téhéran, Ebrahim Raïssi est en fait le pur produit de la révolution islamique qu'il a soutenu d'ailleurs en tant qu'étudiant. Né en 1960, il est procureur général à 20 ans. Il sera surnommé le boucher de Téhéran parce qu'en 88, il a joué un rôle essentiel dans l'exécution de centaines de prisonniers politiques. Selon Amnesty International, ces comités de la mort qu'il a en partie présidés ont conduit à la mort d'au moins 5000 personnes. Alors vous le voyez sur ces photos, il est toujours coiffé d'un turban noir, il est vêtu d'un manteau religieux. Ebrahim Raïssi, c'est l'un des piliers du camp ultra-conservateur. Il s'est illustré par sa fidélité absolue au guide suprême Ali Khamenei, qui a d'ailleurs poussé sa candidature à la présidence et éliminé soigneusement toute concurrence. Vous l'avez dit sur votre plateau, il a été élu en 2021 avec une abstention record, 51,2%, 74% à Téhéran ne sont pas allés voter. Il n'a cessé depuis de mener, depuis son élection, une répression féroce dans ce pays, avec un soutien absolu à cette fameuse police des mœurs. Il a appelé à une répression totale du mouvement Femmes, Vie et Liberté qui avait suivi la mort de Mahsa Amini en 2022. Mahsa, on le rappelle, c'est cette jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal ajusté qui a été retrouvée morte. Sa famille et les militants des droits humains soutiennent qu'elle a été battue à mort. Depuis septembre 2022, au nom de cette police des mœurs, au moins 500 civils ont été tués, des dizaines de milliers arrêtés. Alors son mandat, on l'a dit aussi, a été marqué par l'attaque lancée le 13 avril contre Israël. C'est le premier président iranien à avoir lancé une attaque directe contre l'État d'Israël avec 350 drones et missiles. Il se présentait comme un adversaire résolu d'Israël, apportant son soutien total au Hamas. Ce président, c'est aussi, on l'a dit et redit, un très très proche du guide suprême, Ali Khamenei, on l'a dit, âgé de 85 ans. Et il était considéré comme l'un des favoris pour être élevé à ce poste le plus important de la République islamique, celui de guide suprême. Il a donc trouvé la mort à 63 ans. Merci beaucoup, Karine de Ménonville. Quelle est la chose la plus importante qu'il faut retenir ce soir dans ces événements que nous sommes en train d'évoquer et de partager, Guillaume Ansage? Je viens d'échanger avec le service diplomatique américain pour l'Iran, qui est tenu par la Suisse, et qui m'a confirmé que dans leur analyse commune et complètement partagée, ça ne changera rien. Parce que ce sont toujours les gardiens de la révolution qui détiennent le pouvoir, et que le fait que ce président se soit craché ou pas, parce que personne ne reconnaîtra si jamais il a fait l'objet d'un attentat, ne changera malheureusement rien dans un pouvoir totalement répressif. Et quand je les ai interrogés sur le fait que des manifestations pourraient reprendre, ils m'ont dit clairement, après les centaines de morts
et les milliers d'arrestations qui ont eu lieu, la jeunesse est terrorisée par ce pouvoir qui est devenu complètement dictatorial et sanguinaire. Je reviens sur les relations, Marnaz Sherali, entre le président iranien et le guide suprême. Elles étaient au beau fixe, comme on semble les décrire? Je pense, c'est un homme, il faut quand même dire dans le parcours de président Raisi que c'est un homme qui ne sait même pas formuler une seule phrase correctement en persan. Donc c'est quelqu'un qui fait rire à chaque fois qu'il prenait la parole, tellement il faisait des fautes en persan. Et ces fautes aujourd'hui circulent sur les réseaux sociaux. Ces paroles sont tellement ridicules qu'il ne représentait aucun danger pour personne. Et c'est ça qu'on ne dit pas, à quel point il était simplé. Il disait des choses et qu'on le présente comme un représentant religieux important, alors que le pauvre, il était le sujet de la risée de toute la jeunesse iranienne. Alors, on le présentait comme étant le futur successeur de l'ayatollah. En ce moment, maintenant, les nouvelles rumeurs qui courent considèrent à dire que ce serait le fils, en l'occurrence, du guide suprême, en ce moment, qui pourrait prendre cette fonction. Ça fait partie des possibilités ou... On en parle. Bien évidemment, le régime iranien, puisque c'est un régime totalitaire, et donc, effectivement, il veut, Khomeini, il cherche effectivement à favoriser le pouvoir de son fils. Mais en même temps, son fils, du point de vue, disons, du clergé chiite, effectivement, n'est pas très, disons, un candidat acceptable, car il n'a pas le niveau nécessaire dans dans ses études, etc., quoi. Mais donc, pour Khomeini, l'idéal, c'est d'avoir son fiston, mais puisqu'il y était contesté, si vous voulez, et donc on a évoqué Raisi, un éventuel successeur pour Khomeini, mais lui également, c'est un type que je suis tout à fait d'accord avec notre collègue là, c'est un type qui n'a même pas son bac. Et au niveau des études religieuses, etc., c'était également un niveau très inférieur également. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, c'est pas comme ici, certaines vont faire effectivement des parcours dans un cadre universitaire. Oui. Tandis que là, le clergé, c'est le symbole du fanatisme, là. Absolument. Et que par conséquent, des gens comme ça qui ne représentent absolument pas du tout ni l'histoire, ni la sagesse donc, de la population iranienne. Ulysse Gossel, la disparition du président iranien intervient alors que des tensions sont encore évidemment extrêmement vives dans la région suite à l'offensive israélienne à Gaza. Comment réagissent Israël et les États-Unis à l'annonce du décès de Raisi ? En Israël, est-ce qu'il y a des choses à interpréter? Voilà. En Israël, c'est une nouvelle absolument majeure. Et même si la plupart des experts disent que ça n'a rien changé, en réalité, le régime est bouleversé par cette disparition soudaine. D'abord par la surprise de cette mort, et aussi parce que ça fait quand même une série de dirigeants qui sont éliminés, notamment par Israël. Des commandants des gardiens de la Révolution, que ça soit en Syrie, hein, on s'en souvient, ça a déclenché la riposte iranienne, mais également dans d'autres pays étrangers, au sud Liban. Et donc, en fait, si vous voulez, le régime est en difficulté, et c'est pour ça qu'on s'interroge, parce que au bout d'un certain moment, on se demande qui va pouvoir assurer la succession. C'est un régime qui est à bout de course, mais ce n'est pas un régime dynastique. Quand vous parliez du fils de Khamenei, c'est vrai que c'est l'un des favoris. Il a 55 ans, il est très discret, mais la République islamique d'Iran n'est pas favorable à la création d'une dynastie. Donc ce sont, pour être précis, l'Assemblée des experts d'une part, et les gardiens de la Révolution d'autre part, qui sont le bras armé et le bras idéologique du régime, qui vont désigner le futur successeur. Et aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude qui sortira vainqueur de cette course. Guillaume Ancel, est-ce que la menace iranienne reste intacte pour l'État d'Israël ? Pas à ce stade. Après cet événement ? Non, pas à ce stade. En fait, on est arrivé au paroxysme d'une menace d'escalade quand il y a eu le tir, cette vague de 300 drones et missiles lancés contre Israël. Et on a vraiment craint une escalade régionale à la réaction qu'heureusement Israël n'a pas eue, très pilotée par les États-Unis qui ne voulaient pas entendre parler d'une escalade régionale. On voit bien aujourd'hui que ça n'est l'intérêt ni de l'Iran, ni d'Israël, ni d'ailleurs du Hezbollah qui sait qu'en rentrant en confrontation, il risquerait une destruction globale et que par conséquent, il n'y a pas de risque d'escalade régionale plus importante. Le vrai risque aujourd'hui, il est plutôt dans la continuation de la guerre, de l'offensive Netanyahou contre Gaza. Il se trouve que Raisi n'avait pas relancé l'accord nucléaire avec les États-Unis et avait même augmenté sa production d'uranium. Là aussi, la ligne devrait rester la même avec le futur président, selon vous ? Je pense que le sujet
de l'arme nucléaire, l'acquisition d'une arme nucléaire par l'Iran est bien sûr toujours sur la table. Plus aucun spécialiste ne sait dire à quelle distance, à quelle échéance cette arme serait disponible. Et ça changerait énormément de choses dans les rapports de force dans la région. Donc cette question reste entière. Didier Djadi. Écoutez, tout le monde sait qu'effectivement, le traité international concernant l'enrichissement de l'uranium, c'est 3,7. Et eux, ils sont passés à 20. Ensuite, à 40. Et aujourd'hui, on part effectivement le taux d'enrichissement effectivement à 60. Et on a trouvé certaines traces également jusqu'à 80. Et que par conséquent, tout ce parcours met en évidence la dissimulation effectivement par le régime islamique là, qui est absolument motivé pour avoir effectivement sa bombe, à la fois pour sa survie, si vous voulez, mais également une menace permanente sur un certain nombre de pays dans la région, comme par exemple Israël. Mais si vous voulez, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a une naïveté également de la part des milieux occidentaux également là. Car comment ça se fait? Comment comprendre qu'effectivement, le régime est arrivé si loin dans l'enrichissement et on est en train de dire... On le sait. C'est parce que Donald Trump a dénoncé l'accord qui avait été conclu par les États-Unis. Et puis par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le premier geste important du régime iranien, ça a été de remplacer immédiatement le ministre des Affaires étrangères, qui était l'homme clé dans la négociation, par le conseiller du ministre, qui devient ministre des Affaires étrangères à sa place. C'est-à-dire que pour l'Iran, la question nucléaire reste absolument prioritaire et fondamentale. D'autant plus que Trump risque de revenir au pouvoir. Oui, mais néanmoins, quand Trump il parlait ainsi, et puis les autres dirigeants de l'Occident n'étaient pas tout à fait d'accord avec lui. Et d'autre part, au moins deux sites nucléaires ont été découverts car le régime iranien n'a jamais donné effectivement des informations. Non. Et que par conséquent, donc, le régime iranien aujourd'hui cherche à tromper, bien évidemment, l'Occident. Bien évidemment, il y a des enquêtes, je sais, effectivement, mais néanmoins, ne restons pas très, très, si vous voulez, disons, naïfs avec ce régime-là. Ce régime-là, il est, donc, une des qualités, entre guillemets, des mots-là, c'est d'être vraiment très, très rusé, là. Et donc, effectivement, cela, ça se pratique à l'égard de la population iranienne, de la nation iranienne, mais également à l'échelle internationale. Une toute dernière question, Manal Chirali. Le pays est dans une situation économique épouvantable. Absolument, absolument. Le prochain président sera là pour redresser absolument la situation. 60% de la population vit en dessous de seuil de pauvreté, mais de la misère totale, pas seulement en dessous de seuil de pauvreté. 60% en dessous. Selon les économistes iraniens, 60%, ce n'est pas en dessous. 60% de la population iranienne vit dans la misère totale. Misère totale. Largement en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça la situation iranienne. C'est pourquoi, en fait, l'histoire nucléaire, la crise nucléaire, les Iraniens ne l'achètent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi, quand ils sont en train de vivre dans cette situation, leurs dirigeants doivent investir leurs richesses dans la question nucléaire. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir sur cette situation qui touche l'Iran. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dans quelques instants, vous retrouvez Alice Darfeuille pour son 90 minutes. Très bonne soirée sur BFM TV.